Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi aujourd'hui dans le studio, Patrick Salès, spécialiste des politiques territoriales européennes et enseignant à l'Université de Poitiers. Bonjour Patrick. Bonsoir Astrid. Merci d'avoir répondu à notre invitation tout d'abord, car vous venez de loin. La Rochelle, pas tant que ça. Oh, quand même, ça fait une petite trotte. Et donc ce soir, Monsieur Salès, Patrick, vous allez nous parler donc des politiques européennes en matière de climat. Donc sujet d'actualité, avec bien sûr la COP21 qui vient de se terminer. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter quels sont les acteurs qui interfèrent, qui jouent dans la politique européenne pour le climat ? Alors, la politique européenne du climat est une vieille histoire, puisqu'elle date des années 90. Et on peut dire oui ou non, critiquer ou trouver très intéressantes les politiques européennes, mais il est certain que par sa politique climatique, l'Union européenne est plutôt un leader et une locomotive pour un certain nombre de pays de la planète. Et ce qu'elle fait essentiellement, en fait, c'est prendre un certain nombre d'engagements de limitation donc, des émissions de gaz à effet de serre, un certain nombre d'engagements de réduction d'utilisation d'énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Et dans ces politiques, elle inclut aussi bien la politique agricole commune que tout le monde connaît, que sa politique régionale ou que sa politique maritime. Elle inclut donc des projets et des financements en faveur du climat. Aussi bien du point de vue de ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions, que de ce qu'on appelle l'adaptation, c'est-à-dire aider les différents pays et les territoires à s'adapter à l'impact du changement climatique dans l'agriculture, dans la protection contre les inondations pour les littoraux, etc. Parce qu'effectivement, qui dit changement climatique, ça inclut beaucoup d'autres domaines, tels que l'agriculture, puisque l'agriculture, avec les pesticides, etc., ça a une influence directe sur la biodiversité, notamment, qui joue aussi en faveur ou en défaveur du climat. Donc, en fait, ce sont plein de politiques un petit peu transversales qui se recoupent dans cette grande politique du climat, si je comprends bien. Exactement. En fait, à travers le territoire, la politique climatique touche à un certain nombre de politiques que vous avez mentionnées, mais également à toutes les actions du quotidien dans les territoires. Vous avez parlé agriculture, on peut parler transport, on peut parler logement, qui est plus ou moins protégé, plus ou moins rénové sur le plan thermique. On peut parler également urbanisme, parce qu'un urbanisme est plus ou moins favorable effectivement à la pollution et donc au changement climatique. On peut parler de l'alimentation, évidemment, les fameux circuits courts qui permettent d'éviter donc les transports et donc les pertes du point de vue de l'énergie. Donc c'est un ensemble de facteurs qui font que ce sont en fait les spécialistes des politiques territoriales à Bruxelles qui s'occupent de la partie climatique, bien sûr en liaison avec ceux qui sont spécialisés dans les politiques extérieures, puisqu'il faut négocier ça. Au niveau international. On va en parler avec l'ensemble des pays de la planète. Donc concrètement, ça veut dire que lorsqu'on parle d'une politique européenne en faveur, en matière de climat, cela veut dire que toutes les autres directions générales, par exemple de l'environnement, du transport, de l'agriculture, doivent travailler un petit peu ensemble pour essayer de faire émerger cette politique européenne. Exactement. Pour tout vous dire, quand j'étais encore à la Commission européenne, jusqu'en 2010, je faisais partie d'un grand groupe interservices, donc chapeauté par une nouvelle direction générale du climat qui date de 2010, elle n'est pas très Action ancienne. Climat, c'est ça ? Voilà, qui avait pour vocation de lier le climat et l'énergie à l'ensemble des politiques européennes. Et donc, on avait un énorme groupe avec une quarantaine de personnes, donc des représentants des différents services concernés. Donc, je n'ai jamais vu, en fait, une politique plus transversale que celle-là. Et il faut ajouter une politique dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est importante au niveau européen, c'est la politique d'aide au développement des pays, en particulier d'Afrique. Effectivement, c'est une politique donc, qui favorise justement l'émergence de nouvelles actions et de développement, donc, notamment dans les énergies, dans les pays en voie de développement.
Justement, vous avez parlé de la Direction générale Action Climat, qui est toute récente. Mais donc, on a cette direction générale. En revanche, le changement climatique n'est pas une compétence à tant soit peu parler, enfin vraiment une réelle compétence au niveau européen, que ce soit une compétence partagée avec les États ou une compétence exclusive. Donc, ça doit pas être évident pour tout le monde de travailler. Il faut réunir tout le monde autour de la table, je suppose. Que ce soit les États, les personnes donc, de la Commission. Alors effectivement, le grand manque, c'est qu'il n'y a pas de politique commune, comme vous le dites, de changement climatique. Il n'y a pas non plus de politique commune énergétique, et c'est un problème. Et donc, non seulement il faut rassembler tous les acteurs autour de la table, mais il faut établir des compromis avec un certain nombre de pays qui sont évidemment des mauvais élèves, c'est-à-dire qui ne veulent pas forcément lutter contre le changement climatique. Je pense entre autres, on le sait, on en entend parler, à la Pologne et au Royaume-Uni. Donc nous en reparlerons. Il faut les amener autour de la table. Voilà, nous allons en parler justement dans une deuxième partie, juste après la petite pause, en évoquant notamment la COP21. Ce samedi soir, vous avez rendez-vous avec le concert intime. Emmanuel Dancourt reçoit Rona Hartner pour un nouveau concert acoustique en public. Cette actrice et compositrice franco-roumaine vous entraîne dans un voyage musical entre jazz et musique traditionnelle. Le concert intime avec Rona Hartner, c'est ce samedi à 19h sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Et ce soir avec moi pour parler donc de politique climatique européenne et de la COP21, Patrick Salès qui nous vient de l'Université de Poitiers. Donc, Monsieur Salès, nous avons évoqué ensemble un petit peu ce qu'était cette politique européenne, les acteurs qu'elle regroupait. Maintenant, on va aussi s'intéresser donc à cet événement qui a eu lieu très récemment à Paris et qui a vu pour la première fois 195 pays invités signer cet acte pour lutter contre le changement climatique. Alors, c'est l'Union européenne qui a porté cet événement, puisque la signature et la négociation de traités internationaux est une compétence, pour le coup, exclusive de l'Union européenne. En revanche, ça s'est bien sûr fait avec l'accord de tous les pays européens, je pense. Vous n'allez pas me détromper ? Je ne vous détrompe pas. Voilà. Et comment est-ce que l'Union européenne peut-elle être leader dans cette nouvelle ère en fait, qui va s'ouvrir pour le monde ? Bon, d'accord, pas avant 2020, puisque ça va être mis en œuvre à partir de 2020, mais comment est-ce que ça va se faire ? Comment est-ce que l'Europe peut porter cette politique ? Alors, d'abord, bien sûr, il faut essayer de faire un minimum d'unité entre ces États membres. Elle y arrive à peu près, mais si on suit ce qui s'est passé pendant 12 jours à la COP21, donc, qui vient de se terminer le 12 décembre, ça n'a pas été toujours facile. Il y a eu un petit peu de cacophonie, en particulier avec la Pologne qui freinait de 4 fers pour en particulier qu'on parle des énergies fossiles. Gros pays charbonnier, bien le sûr. premier exportateur, importateur en Europe. Et donc, ça n'a pas été facile. À l'extérieur, l'Union européenne a véritablement un rôle de locomotive parce que depuis Kyoto, en fait, depuis 1995, elle a décidé d'être leader et surtout son modèle. Donc, sa relation différenciée avec un certain nombre de pays qui n'ont pas du tout les mêmes trajectoires de production d'énergie, qui n'ont pas du tout les mêmes niveaux de développement, sert de modèle pour le système international dans cette relation qu'il y a entre à la fois des pays en développement, des pays dits émergents, Chine, Brésil, Inde, etc., et des pays industrialisés. Et donc, son rôle est bien celui-là. Et elle, pendant la convention, pendant ces 12 jours, elle a en fait noué systématiquement, hors séance, des alliances avec des groupes de pays pour porter ces messages, et en particulier avec les pays africains. Elle s'est bien entendue avec les pays africains pour les aider en cette année qui est l'année européenne du développement. Là, elle a joué tout son rôle. Et donc bien sûr, ces grosses coalitions sont utiles dans les négociations. Bien sûr. Donc c'est quelque chose qui s'est préparé quand même bien avant, en amont.
non seulement entre les pays de l'Union européenne, même si bien sûr, comme vous l'avez évoqué, il y en a toujours qui essayent de renégocier un petit peu le jour J pour tirer parti un petit peu aussi de leur au niveau national, mais qui effectivement ont entraîné des grosses négociations auparavant avec des partenaires potentiels, et notamment historiques, puisque l'Afrique c'est quand même un partenaire historique aussi. Exactement. Et c'est là, vous faites bien de le signaler, parce que c'est la particularité de cette COP 21, la 21e du nom, que d'avoir permis une préparation politique de l'événement pendant un an. En fait, c'est depuis décembre 2014, le sommet de Lima, COP 20, qu'on est engagé aussi bien au niveau français qu'au niveau européen dans la préparation de ces accords, avec une série de réunions, de voyages en Chine en particulier, puisqu'on a beaucoup médiatisé les voyages en Chine, pour essayer de progresser vers un accord. Et est-ce que vous pouvez ce soir, éventuellement, ce n'est peut-être pas le cas, mais pour nous donner quelques exemples concrets de solutions que pourrait apporter l'Union européenne à d'autres pays émergents, justement, dans cette lutte de changement climatique ? Eh bien ce que fait beaucoup l'Union européenne ces dernières années, c'est de soutenir dans les pays en développement de gros projets d'énergie renouvelable. Il y a eu en fait à Addis, on n'a pas forcément suivi ça, mais à Addis Abeba cet été, il y a eu une grosse réunion internationale sur le développement où on a décidé donc de soutenir d'énormes projets de transfert de technologie et d'énergie renouvelable dans les pays. Et donc l'Union européenne, par exemple, soutient beaucoup le solaire. Donc, tout ce qui est énergie solaire dans un certain nombre de pays d'Afrique plutôt sahéliens. Elle soutient également le développement de barrages hydriques, autre énergie renouvelable. Ça, c'est assez ancien. Et maintenant, elle soutient beaucoup de projets en matière de ce qu'on appelle la géothermie, c'est-à-dire aller chercher la chaleur dans le du sol sol et s'en servir comme source pour produire de l'électricité. En effet, donc beaucoup de projets soutenus par l'Union européenne avec une réelle politique derrière, et cette réussite, en tout cas pour le moment politique, on verra après dans la mise en œuvre, mais en tout cas un bel consensus au niveau des pays internationaux. Merci beaucoup Patrick Salès d'avoir été avec nous ce soir, et nous vous remercions encore pour tous ces détails. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.